E-Magazine présente l'affaire du général Delva sous le gouvernement d'Alexandre Pétion. Beaubrun-Ardouin a eu l'obligeance d'éclairer le public sur cette affaire. Il y avait environ 3 ans, dit-il, qu'on édifiait la maison du président Pétion, à Volant-le-Thor, d'après le plan qu'il en avait tracé lui-même pour faire de cette belle propriété, si avantageusement placée, un lieu de plaisance, un palais, où il irait se délasser de l'exercice du pouvoir, en donnant à ses concitoyens l'exemple d'un agriculteur dirigeant son domaine. Joignant l'utile à l'agréable, Pétion s'était plu à embellir ce séjour par des constructions appropriées au site élevé où il fonda et à la demeure d'un chef d'État. On voyait dans le principal salon de cet édifice, écrits en lettres d'or, les noms glorieux d'Auger, Chavannes, Pinchina, Beauvais, Lambert, Rigaud, Toussaint Louverture, Villatte, tous issus de la race africaine et figurant avec honneur dans notre histoire nationale, à côté de ceux d'Européens qui se sont illustrés par leur œuvre, par leurs sentiments en faveur de cette race. Ferrand de Baudière, Raynal, Grégoire, Wilberforce. Ce salon était encore orné des portraits de 4 grands capitaines de l'Antiquité, Thémistocle, Alexandre, Hannibal et César. En inscrivant ainsi dans sa demeure de prédilection les noms de nos premiers révolutionnaires pour suppléer au manque regrettable de leurs images, et les plaçant à côté de celles de ces grands hommes, Pétion recommandait leur mémoire à la vénération de notre postérité. Et lui-même, par ce seul trait d'un esprit élevé, appréciateur du mérite, y eût acquis aussi des droits, si sa noble carrière ne lui en assurait pas de plus légitime. L'achèvement de cette maison lui fournit encore une occasion de manifester ses sentiments. Il résolut de l'inaugurer par une brillante fête en retour de celle qu'il avait récemment reçue des habitants de sa ville natale. Et elle fut fixée à la veille de Noël. Les fonctionnaires civils et militaires, les commerçants nationaux et étrangers, enfin les citoyens de toutes les classes et leurs familles y furent invités. Tous ces hôtes étaient réunis dans la soirée du 24 décembre, accueillis avec affabilité par le président de la République. Ils assistèrent à un banquet qui fut suivi d'un bal. Mais pendant que cette société choisie se livrait au plaisir d'un tel divertissement, il se passait à Port-au-Prince un de ces faits qui inspirent toujours de l'horreur à tout cœur sensible et honnête. Nous voulons parler du déplorable assassinat du général Delva dans la prison de cette ville. Condamné depuis 1811 à 5 années de détention, il habitait l'une des chambres de cette prison, dans la partie appelée le civil. Mais le 24 décembre, à peine la nuit fut close, le geôlier, d'après l'ordre qu'il aura sans doute reçu à ce sujet, fit passer le général Delva au cachot où on lui fut mis des fers aux pieds. Comme de coutume, sa femme étant allée dans la prison, le geôlier ne lui permit pas de le voir. Elle s'en émeut, en apprenant surtout qu'il était dans un cachot et au fer. Son premier mouvement fut de se rendre immédiatement auprès de Pétion et de l'instruire de cet acte de rigueur. Elle franchit à pied la distance qui sépare la ville de Volant, afin de ne pas perdre une minute. Arrivée là,
Elle vit aussitôt le président qui manifesta un grand mécontentement de ce qu'elle lui a appris. Pétion écrivit lui-même un ordre au geôlier pour rétablir le général Delva libre et sans fer dans sa chambre habituelle. Une quinzaine de jours auparavant, pareille rigueur avait eu lieu. Le président se trouvait alors en ville. Sur la plainte de cette femme, il avait envoyé avec elle un officier de garde au palais pour ordonner de retirer ce général des cachots et de le remettre aux civils, ce qui se fit en présence de l'officier. On doit présumer que le président s'enquit du fait que l'autorité par laquelle il avait été prescrit à son insu. Lorsque la femme de Delva lui apprit la même chose à volant, il s'écria tout d'abord « Où est Boyer? Appelez-le » et il écrivit l'ordre afin qu'elle pût retourner de suite en ville. On ignore ce que Pétion fit après son départ. Déjà, malheureusement, il n'était plus temps, car lorsque cet infortuné fut rendu à la prison, après 10 heures, le crime était consommé. À cette époque, on a dit que 3 ou 4 hommes, dont l'un était vêtu en uniforme de chasseur à cheval de la garde du gouvernement, s'étaient présentés à la prison que le chasseur avait exhibé au geôlier un ordre écrit sur un titre de lettre du président et portant sa signature contrefaite pour qu'il mît à mort le général Delva, que le geôlier y déféra, avec autant plus de croyance dans la véracité de cet ordre, que ce général avait été préalablement mis au fer, que la porte du cachot ayant été ouverte par lui, en présence de l'officier et des soldats de la garde à la prison, le chasseur vit le général Delva qui lisait, ayant une bougie allumée à côté de lui, et qu'il le tua en déchargeant successivement sur lui 2 pistolets dont il était armé. Lorsque la femme de Delva revint de volant, le geôlier ne voulut point la laisser entrer dans la prison, parce que déjà, disait-il, la porte en était fermée. Au terme du règlement de ce lieu, elle passa par-dessous cette porte l'ordre que le président avait écrit, et le geôlier lui dit de revenir le lendemain matin. Le fait est que cet ordre était désormais sans objet à cause de la perpétration de l'assassinat. Vers 4 heures du matin, inquiète du sort de son mari, ne sachant que la prison n'était pas ouverte à une telle heure, cette femme se rendit au bureau de la place pour obtenir une autorisation d'y entrer en vertu de l'ordre du président. Pendant qu'elle parlait à l'adjudant de la place, Gilles Bénèche, un homme survint et dit à cet officier qui a été pour prier au cimetière intérieur, il y avait vu un cadavre vêtu de beau linge, et que voulant faire son rapport sur la découverte de ce corps ensanglanté, il avait trouvé dans la poche de son pantalon une lettre qu'il remit à Gilles Bénèche. Cette lettre portait l'adresse au général Delva. La femme de ce général acquit ainsi la triste conviction de sa mort. Fondant en larmes, elle réunit ses parents et se rendit avec eux au cimetière, d'où le corps du défunt fut apporté chez elle. Mais bientôt, le commandant Victor Poil, chef de la police, vint faire enlever ce corps et le rapporter au cimetière, parce que, disait-il, on n'aurait pas dû le déplacer avant que l'autorité judiciaire n'ait eu constaté la mort du général Delva. En quelques minutes, la nouvelle de cet épouvantable assassinat avait circulé dans toute la ville, accueillie avec horreur et avec une vive compassion pour la victime. Elle avait attiré une grande foule au cimetière et dans le voisinage de la prison. Elle parvint aussi promptement à Volant,
où elle produisit les mêmes impressions. Pétion et les personnes qui s'y trouvaient s'empressèrent de revenir au Port-au-Prince. Il paraît qu'à raison de l'émotion publique, il décida lui-même que les cérémonies religieuses auraient lieu dans la chapelle du cimetière pour l'enterrement de la victime, lequel se fit dans la journée du 25 décembre 1811. Les amis du général Delva et de nombreux citoyens y assistèrent. Mais le président ne pouvait se dispenser de rechercher la cause de cet assassinat dans un lieu de détention légale, placé sous la surveillance de l'autorité. À cet effet, il interrogea publiquement le geôlier de la prison et l'officier de garde, au milieu de fonctionnaires et de citoyens accourus au palais. Le geôlier exhiba l'ordre que lui avait remis le chasseur à cheval, en ajoutant qu'il ne connaissait pas cet individu, ni ceux qui étaient venus avec lui, et qu'après la mort du général Delva, il avait cru devoir faire porter son corps au cimetière. L'officier de garde fit les mêmes déclarations. Pétion parut profondément affligé de cet horrible assassinat, dont il ne pouvait découvrir le véritable auteur, puisque celui-ci avait contrefait sa signature pour y parvenir, car il sentait, malgré cette particularité, qu'il en serait responsable aux yeux de tous ceux qui jugent de tels événements par les apparences. Et les apparences, il faut le dire, étaient assez graves pour qu'on lui imputât ce crime. Cependant, pendant la condamnation de Delva, il avait adouci sa détention autant que le permettait la sécurité publique. Le prisonnier avait sa famille avec lui et recevait ses amis toute la journée. Il entretenait dans la prison une vache laitière pour son usage. En agissant ainsi envers cet ancien compagnon d'armes, était-ce donc pour le faire mourir traîtreusement ensuite? Et doit-on admettre que le président eût saisi le jour et l'heure où il réunissait l'élite de la société du Port-au-Prince dans sa demeure privée pour faire commettre une telle atrocité? La vie entière de Pétion dépose contre une pareille supposition. Mais c'est la fatalité attachée à tous les gouvernements, même les mieux intentionnés, d'être solidaires, responsables des faits criminels et dont il leur est impossible de découvrir les auteurs, surtout s'il s'agit de crimes politiques. Ces crimes leur sont attribués presque toujours quand on ne peut être convaincu du contraire. Eh bien, ajoutons sans les garantir les données particulières que nous avons sur l'assassinat du général Delva. Bien longtemps après qu'il fut commis, nous avons appris par diverses voies, sous le gouvernement du président Boyer, d'autres le savent comme nous, que Jean-Baptiste Boger, le meurtrier de Sangos, dont il a été question au chapitre 1er de ce livre, aura déclaré à plusieurs personnes que ce fut lui-même, Boger, qui tua le général Delva, dont il était l'ennemi personnel, et voici comment il aura raconté les circonstances de cet assassinat. Il a prétendu qu'il fut sollicité à cette abominable action par le général Boyer, alors commandant de l'arrondissement du Port-au-Prince, parce que, disait-il, ce général n'aimait pas Delva, que Boyer l'aurait fait venir plusieurs fois chez lui, afin de lui persuader que Delva était un homme dangereux, qui, en sortant de prison, nuirait considérablement au pays, qu'à force d'instances et de cajolerie, Boyer aurait obtenu son consentement, en lui disant en outre qu'il ferait disposer les choses de telle manière que lui, Boger, pourrait exécuter le crime avec la plus grande facilité. Et Boger aurait pris l'engagement, néanmoins, de se vêtir de l'uniforme d'un chasseur à cheval,
et de se noircir la figure, il était mulâtre, pour n'être pas reconnu à la prison. Il devait être muni d'un ordre écrit sur un titre de lettre du président d'Haïti, portant sa signature, lequel ordre, a-t-il ajouté, lui aurait été remis par le général Boyer le jour où cet assassinat fut commis. Enfin, Boger aura dit que, connaissant la haine que Delva avait pour lui depuis longtemps, et le haïssant également, il s'était décidé par ses motifs à se défaire de cet ennemi en trouvant l'occasion. Il est convenable de noter en cet aveu final, mais chose horrible, en racontant ainsi les affreuses circonstances de ce crime, il ne paraissait éprouver aucun remords de l'avoir commis. Il ne semblait pas non plus convaincu que Pétion y eût donné son assentiment, car il n'attribuait qu'au général Boyer cette perfide combinaison. Fut-il fondé à l'en accuser, comme il a prétendu l'être, Boger, froid assassin de Sangos, sans, dans sa propre maison, n'a-t-il pas pu imaginer de faire soustraire un titre de lettre des bureaux du président d'Haïti pour en contrefaire la signature, et ce costume militaire dont il se vêtit pour donner plus d'apparence de vérité à l'ordre qu'il remit au geôlier. Tout cela peut être supposé, mais à qui attribuer le transfèrement inusité du général Delva du civil de la prison au cachot? Disons en résumé que le jour ne se fit jamais complètement dans cette triste affaire. Du reste, si nos renseignements sont exacts, l'assassin s'est fait connaître lui-même, que sa mémoire reste seule chargée de la responsabilité de son forfait. Le texte que vous venez d'entendre est de Beaubrun-Ardouin dans l'un de ses volumes intitulé « Études sur l'histoire d'Haïti ». En conclusion, nous dirons que Pétion, qu'on a voulu élever aux cieux, a été déclaré père de la patrie. Son machiavélisme marchait de pair avec celui de Jean-Pierre Boyer pour assassiner 3 généraux, en l'occurrence Dessalines d'abord, Christophe ensuite, et enfin le général Delva. Christophe, par son intelligence, a pu échapper aux machinations du Port-au-Prince avec son armée. Pour suivre l'exemple du gouvernement de Dessalines, il fonda le royaume d'Haïti. Mais son ennemi savait comment jouer dans l'esprit des ambitieux du royaume et les corrompre par des promesses d'argent et de postes qu'ils occuperaient en récompense de leur trahison. Je m'appelle René Marton, éditeur en chef de e-Magazine.